Perspective, voici la nouvelle tribune que Lynx FM a conçue, présente à son audimat. Cette émission donne lieu à un débat, des questions-réponses, des échanges et enfin une antenne ouverte au public. Perspective aborde successivement divers thèmes essentiels à l'édification multiforme d'un pays et c'est tous les vendredis de 17h à 18h avec Maguette Bodge. Amis auditeurs, nous savons à votre rendez-vous hebdomadaire. Merci d'être là encore une fois avec nous. Et cet après-midi, votre émission Perspective s'intéresse au projet Booster les compétences pour l'employabilité des compétences des jeunes. Voilà, donc je disais booster les compétences pour l'employabilité des jeunes. C'est un projet dont le responsable gestionnaire, monsieur Tierno Ilias Baldé, et cet après-midi notre invité. Merci d'être venu, monsieur Baldé. Bienvenue. Merci. Monsieur Baldé va nous faire, évidemment, il va nous parler de son projet, nous le présenter, parce que ce projet a été mis en place par constat, par un diagnostic qui a été posé et d'où en découle beaucoup de points, beaucoup d'handicaps, pour ne pas parler de cumul de handicaps, qui font que il y a un problème d'employabilité chez les jeunes et pourtant les compétences sont bien là. Si je ne me trompe, monsieur Baldé, votre objectif, c'est que, au vu de la particularité du système éducatif, de l'inadéquation même des filières de formation, surtout au niveau des universités et des instituts supérieurs, par rapport aux besoins, ou en tout cas par rapport aux possibilités que peut offrir le marché du travail, mais également tout ce qui est autour des jeunes qui sont déscolarisés. Nous ne parlons pas des jeunes diplômés, déscolarisés, les adolescents qui ne sont même pas scolarisés, et tous ces jeunes qui en âge d'entrer dans le champ productif n'ont aucune chance d'être dedans. Alors ce projet donc a une mission tout simplement de promotion humaine. Je n'irai pas loin, je demanderai tout simplement à M. Baldé d'ores et déjà. M. Baldé, d'ores et déjà donc, de nous parler un peu de ce projet qui est financé par la Banque mondiale à hauteur de 20 millions de dollars. Et ça fait juste 6 mois que vous avez débuté, vous m'avez dit, M. Baldé. Oui, je vais préciser tout ça tout à l'heure. D'accord, donc M. Baldé, je vous laisse nous présenter ce projet intitulé « Booster les compétences » pour l'employabilité des jeunes. Un vaste programme. M. Baldé, vous avez la parole. Merci, M. Bodge. Merci aux auditeurs et auditrices de Lynx FM. Vous me donnez l'opportunité de présenter ce projet, qui est un projet dont l'objectif supérieur est de contribuer à renforcer le capital humain nécessaire pour bien utiliser les ressources naturelles de la Guinée et promouvoir une croissance économique plus élevée. Donc c'est un projet de compétences, c'est pas un projet où on construit, où on fait des routes, mais c'est un projet où on essaye de qualifier les ressources humaines. Un projet de promotion humaine. De promotion humaine, vous l'avez dit. Donc vous avez bien posé le diagnostic parce qu'un projet vient pour répondre à une problématique, contrairement à bien ciblé. Le diagnostic a été fait, le gouvernement qui a monté ce projet a fait un diagnostic avec son partenaire technique et financier qui est la Banque mondiale, à savoir qu'il y a aujourd'hui au niveau des jeunes, de l'emploi jeune, un problème, à savoir que déjà 60% des chômeurs sont des chômeurs qui sont diplômés de l'enseignement technique et supérieur. Donc ça c'est un premier constat. Donc pour cela, il faut apporter une réponse et la réponse c'est ce projet booster les compétences pour l'employabilité des jeunes. Donc pour cela, il y a 3 pistes qui ont été abordées, qui se retrouvent en composante au niveau du projet. Donc nous avons les jeunes qui sont en formation initiale, donc il y a inadéquation entre la formation offerte par les instituts de formation en Guinée et la demande des entreprises qui emploient ces ressources humaines. Donc il y a des gens qui sont formés, qui ne sont pas adaptés. Donc conséquence de cela, nous avons beaucoup de jeunes qui se retrouvent sur le marché de l'emploi
qui ne sont pas employés, donc qui se retrouvent au chômage. Donc on a ces deux aspects. La solution qu'apporte le projet, c'est sur un axe bien déterminé, c'est de rendre adéquat la formation, l'offre de formation et la demande des entreprises. Oui. Donc pour cela, la façon la plus simple de le faire, c'est de mettre ensemble autour d'une table ces différents acteurs, en plus des autorités publiques, pour penser l'offre de formation pour que les jeunes qui sont formés puissent sortir avec des compétences techniques, un savoir-faire, un savoir-être, pour leur permettre d'être employés directement dans les entreprises. Donc ça, c'est une piste de solution par rapport à la problématique de chômage, ou en tout cas de l'inadéquation entre l'offre de formation et la demande des entreprises qui emploient. La deuxième piste, c'était déjà, c'est une conséquence du premier constat, à savoir l'offre et la demande ne correspondent pas. Donc on retrouve des milliers de jeunes qui sont au chômage. Donc pour cela aussi, on ne va pas le laisser de côté. Au contraire, il y a une possibilité qui leur est offerte via ce projet, c'est de leur assurer un chemin de retour vers l'emploi. Donc ce chemin passe par 3 voies avec une composante qui leur est dédiée, qui est exécutée avec l'agence guinéenne pour l'emploi, qui est l'AGIP, qui est le service public de l'emploi, qui est un EPA. Et à ce niveau-là, nous avons trois voies pour le retour à l'emploi. Donc on a un jeune à qui on offre une formation certifiante qui lui permet de retrouver un emploi dans une entreprise, ou bien le jeune, on lui offre un stage en entreprise qui lui permet d'avoir les compétences nécessaires pour un retour à l'emploi, ou bien une troisième voie qui consiste à offrir la possibilité pour les jeunes qui ont la fibre entrepreneuriale de créer leurs propres entreprises et de devenir leur propre patron et embaucher peut-être d'autres jeunes. Donc voilà grosso modo les 2 pistes qui sont offertes, qui se retrouvent au niveau du projet sous forme de composantes. Donc une première composante pour les jeunes qui sont en situation de classe, qui leur permet dès après leur sortie d'avoir un emploi en rendant adéquat via le partenariat public-privé entre les entreprises et les instituts de formation, pour avoir vraiment un curriculum qui est adapté, et le projet est là pour financer le coût de ce projet, le coût du montage du curriculum de formation. On peut faire une rénovation aussi des universités, on peut faire l'achat de matériel pour leur permettre d'avoir les travaux pratiques bien pratiques avec du matériel adéquat. Donc le projet est là pour amorcer cela et de permettre un dialogue entre le secteur privé et le secteur public, et pour établir un partenariat sur le long terme. L'objectif pour cette composante-là, c'est de vraiment participer au financement des universités sur leur modernisation. Le projet est là pour 5 ans, 6 ans, mais l'objectif de façon globale, c'est de pérenniser cela. Parce que l'État ne peut pas tout le temps financer tout ce que demandent les universités. Oui, je voudrais que nous arrêtons un peu. D'accord. De tout ce que vous avez indiqué là, parce que là vous nous avez pratiquement déballé tout votre package. Vous avez dit tantôt que vous prenez tout à fait vous avez mesuré toute l'inadéquation qui existe entre les études, les filières offertes et les besoins en ressources humaines, surtout du secteur privé et du secteur minier. Parce qu'en vérité, c'est là-bas où la solution va se trouver. Ce n'est pas au niveau de l'éducation formelle, diplômante, tout simplement, d'une manière assez générale, qui n'offre aucune qualification particulière. Ce n'est peut-être pas là-bas que vous allez peut-être mettre tout l'essentiel de vos efforts, si on peut parler d'efforts prioritaires. Oui. N'est-ce pas? Oui. Donc là, est-ce que vous pouvez peut-être nous expliciter un peu, parce que là forcément il faudra peut-être serrer les cibles au niveau, disons, de nos étudiants. Vous n'ignorez pas que nous avons, à part les universités d'État, nous avons au moins une 50aine d'universités privées.
qui font tous presque dans des mêmes filières. Oui. Et nous avons chaque année, si je ne me trompe, Oui. quelques 5000 diplômés sur le marché du travail. Tout à fait. Un marché très étroit, Oui. qui n'offre pas du tout du travail, sauf à une infime partie de ces jeunes qui sortent des universités privées ou des instituts supérieurs de formation. Oui. Donc, ça font partie de vos cibles prioritaires. Tout à fait. Maintenant, quelle est la stratégie, certainement une stratégie concertée, pour lesquelles vous optez pour pallier un peu, pour tout à fait mettre en adéquation les besoins et les formations offertes? Vous avez des partenaires au niveau institutionnel, vous avez des partenaires privés. Oui. Est-ce que vous en êtes? Vous pouvez un peu nous parler un peu de... Oui, je peux vous parler de cela. Je suis tout à fait d'accord sur ce que vous me dites par rapport à l'offre de formation, le nombre de diplômés qui sont déversés sur le marché de l'emploi. Mais justement, là, le constat, c'est qu'il y a trop de formations généralistes et supérieures que de formations techniques. Il faut juste voir qu'aujourd'hui, dans tous les secteurs, si on veut trouver un bon technicien, souvent on est obligé de l'importer, si je puis le dire comme ça. Donc ça, c'est dommage, parce que c'est l'offre qui ne répond pas à la demande et qu'il y a trop de diplômés du supérieur par rapport à ce qu'on aurait pu avoir au niveau technique comme soudeur, menuisier ou électrotechnicien ou technicien de laboratoire qui sont recherchés. Donc, par rapport à cela, le diagnostic est très clair à ce niveau-là. On connaît le problème. Maintenant, la stratégie pour résorber cela, c'est ce que je vous disais, le projet, c'est un projet sectoriel. Il met autour de la table le ministère de la Jeunesse et de l'Emploi jeune, le ministère de l'Enseignement technique, la formation professionnelle et de l'Emploi et du Travail, qui a la tutelle des instituts de formation, et de l'AGIP, l'Agence guinéenne pour la promotion de l'emploi. Il met autour de la table aussi le ministère de l'Enseignement supérieur et de la recherche scientifique, qui a la tutelle des universités. Donc, c'est autour de ces trois ministères-là que la stratégie est trouvée. Et aussi, le projet, dans sa gouvernance, nous avons un conseil d'orientation stratégique qui a ces trois ministères-là, qui définit les activités, qui valide les activités et qui vérifie l'exécution du projet. Nous avons ces trois ministères-là. Nous avons le ministère de l'économie et des finances. Nous avons le ministère de l'industrie qui a la tutelle quelque part du secteur privé au niveau du gouvernement. Donc c'est là où vous avez tous les industriels qui viennent, que ce soit les cimentiers, mis à part les miniers qui sont au ministère des Mines, mais tout le reste, c'est au niveau du ministère de l'Industrie, le secteur privé. Vous avez aussi le secteur privé lui-même au niveau de ce conseil, qui est représenté par l'association des industriels, l'association des banques, la chambre des mines, qui est une chambre patronale, et puis les chambres consulaires. Donc c'est à ce niveau que la stratégie est trouvée. Maintenant, sur le plan opérationnel, nous avons la composante, par exemple, dont la stratégie pour faire l'adéquation entre l'offre et la demande. Nous allons organiser le 5, 6, 7 du mois d'août un forum où nous allons mettre ensemble les universités et les instituts de formation et le secteur privé. Nous allons au total à peu près mettre ensemble 400 professionnels qui vont par secteur priorité, parce qu'on a identifié les secteurs priorités. Vous avez dit que c'est les mines. Mais les miniers, pour qu'ils puissent rester là et travailler, il faut les nourrir. Donc pour les nourrir, nous avons l'agroalimentaire, le développement rural, vous avez l'élevage, il ne faut pas sous-estimer le travail que fait par exemple la boulangerie pour nourrir tous ces miniers-là. Non, mais non, justement, d'ailleurs, moi je vous prends au mot. Voilà. Parce que de toute façon, pour les mines, les miniers plutôt, oui, puisque les miniers oui, sont supposés avoir de gros moyens, oui, et que légitimement, ils doivent s'investir dans la formation de ressources humaines qualifiées, aussi bien des cadres des mines que d'ouvriers des mines. Donc, ouvrir en partenariat avec l'État
des centres de formation professionnelle liés à l'activité des mines. Oui. Ça, c'est un. Oui. Deuxièmement, Oui. il y a des métiers. Et là, vous êtes peut-être les plus indiqués aujourd'hui pour pouvoir booster, alors pousser dans ce sens. Parce que les cibles sont là, vous les avez identifiées. On les a identifiés. On a oui. besoin de cadres dans les métiers du bois, Oui. la foresterie. Oui. Nous avons besoin de techniciens de l'agriculture, Tout à fait. des mécaniciens de l'agriculture, Tout des à fait. mécaniciens agricoles. Nous avons besoin, de métiers également au niveau, par exemple, parce que dans cette catégorie de jeunes que vous ciblez, Oui. il y a des jeunes filles. Oui, tout à fait. Vous allez me dire qu'au XXIe siècle, les métiers sont unisexes. Tout à fait d'accord. Pas Oui, tout à fait. Pas tout mais à fait. toujours est-il que, en ce qui nous concerne, concernant nos réalités sociologiques, Oui. vous devez être à même également de proposer des solutions à ce que j'appellerais des centres de promotion qualificative féminine. Oui, Je sais je pas ne si dirais je pas non. l'exagère pas un peu trop. Non, Mais non. bon, voilà. Pour revenir. Parce que j'essaie de vous ancrer un peu sur cette fenêtre, Il n'y a pas de parce problème. que ça donne un peu plus de concret Mhm. à ce que votre projet se fixe. Vous verrez que c'est Surtout très que des concret. choses très à court terme. Oui, c'est très concret, c'est le projet. Ce que vous dites est tout à fait vrai. Si vous me permettez, je peux développer un tout petit peu. Absolument. Par rapport à ce que vous dites, tout ce que vous avez dit là, les mécaniciens agricoles, les machinistes agricoles ou ceux qui font des engrais ou tous ces dispositifs-là, les tailleurs, les teinturières. Oui. Donc pour serrer tout ça, le projet a identifié ce qu'on appelle des métiers prioritaires ou des secteurs prioritaires qui ont été classifiés en 5. Donc le premier, c'est quoi? C'est le développement rural. Et dans le développement rural, nous avons l'agriculture, nous avons l'agroalimentaire, nous avons la pêche, l'élevage et l'environnement. Donc tous les métiers qui sont à ce niveau-là sont prioritaires. Est-ce que vous voyez? Ensuite, deuxième corps de métier, nous avons les mines, le BTP et l'énergie. Ensuite, troisième corps de métier, nous avons l'artisanat, l'hôtellerie, le tourisme. Absolument. Quatrième, nous avons les télécoms. Cinquième, nous avons l'éducation et la santé. Avec ce qui s'est passé avec Ebola. Tout ceci fait partie de votre cible. De vos cibles. En formation et en emploi. Donc c'est déjà des cibles tout à fait... C'est-à-dire que vous avez déjà fait des options. Ah oui, tout à fait. Le diagnostic oui. Et la conception du projet. Et vous allez agir certainement. On va agir, c'est ce que j'étais en train de vous dire le 5, 6, 7 août à l'université Gamal Abdel Nasser de Conakry, qui est la première université, en tout cas en termes d'ancienneté en Guinée. Et je pense qu'elle a formé beaucoup de cadres qui nous écoutent aujourd'hui. Voilà, on va faire le forum. Et à ce niveau-là, on va justement, par rapport à ces thématiques-là que je vous ai dit, qui sont prioritaires, qui ont été identifiées par le projet et par différents acteurs aussi, pour le développement du pays. Donc, on mettra les gens qui forment dans le domaine agricole, dans le domaine rural, ce que je vous ai cité, avec les professionnels du domaine rural. On mettra les gens de Sogipa, les gens, je ne sais pas, je cite au hasard. De toute façon, disons, toutes les sociétés agroalimentaires ou développement rural. Qui s'investissent dans l'agriculture. Voilà. On va leur dire, ensemble, avec les responsables des ressources humaines et les décideurs du secteur privé, dites aux formateurs qu'est-ce qui ne va pas sur les étudiants qu'ils ont formés. Qu'est-ce qui ne va pas? Pourquoi vous ne les embauchez pas? Une fois que ceux-là auront dit ce qu'ils ont à dire, les professeurs aussi vont dire, peut-être il nous manque des moyens ou des formations pour actualiser nos connaissances ou des laboratoires avec du matériel pour former techniquement les étudiants. Partant de cela, on va dire, monter un projet pour résoudre ce problème-là. Et ce projet-là, il va avoir un coût. Et le coût, dans un premier temps, est supporté à 95% par le projet. Et ça, c'est immédiatement. Donc, on commence le 5, le 6 et le 7 par le forum, par identifier les problématiques et prendre les exemples réussis au Sénégal et en Tunisie, où les projets existent depuis 7 ans, depuis 2007 par exemple en Tunisie, qui fait cela.
Donc on va amener les professionnels qui ont monté et qui ont réalisé dans le secteur privé et dans le secteur public pour qu'ils témoignent en Guinée de leur expérience tunisienne et sénégalaise. Et partant de cela, on va offrir une formation technique en co-construction entre le privé et les enseignants, la possibilité de monter des curriculums ou des curricula de formation, des BTS techniques appliquées, pour que les étudiants, au lieu que l'étudiant au sortir de la formation, il fasse 6 mois chez Orange en stage, ou bien 6 mois à Lynx, un journaliste qui est formé, pour acquérir les techniques, mais il les acquiert au niveau de sa formation. Les 6 mois de stage, il a tous les outils, il a un studio là-bas qui lui permet faire... Là, vous avez la pratique. L'intention. C'est pas une intention. Non, attends, j'en arrive. Oui, d'accord. L'intention, et c'est très audacieux, de foutre un coup de pied dans la fourmilière, c'est-à-dire de mettre fin à la vie de ce prolétariat qu'emploient les entreprises de culture de rente. Parce que, oui, justement, parce que c'est des cultures qui sont tout simplement... c'est l'agriculture qui est vouée à être exportée, mais ceux qui travaillent au niveau de cette agriculture pour la vivrière. Oui. Non, pas vivrière, de rente. Non, par exemple, lorsque vous me parlez de ceux qui passent, c'est eux qui font le latex. Oui, je dis. Non, c'est un exemple que je dis, mais voilà, ils seront pas. Je peux vous donner. Vos intentions sont très bonnes. Non, laissez-moi venir au bout de mes idées, parce que ne me faites pas dire des choses que je n'ai pas dites. Absolument pas. On développe des compétences. Dans le développement rural, nous avons aussi des sociétés que je peux citer, qui sont à Kindia. Oui. Notamment Fabic, qui développe de l'agriculture et l'agroalimentaire vivrière. Vous avez la société Kanyanema, en fait ceux qui font les produits Kanyanema, où vous avez aussi d'autres structures qui vont participer à ce dispositif-là avec l'Institut national de recherche agronomique, que ce soit à Kindia ou bien au niveau de la pomme de terre. Vous allez me dire c'est de l'exportation aussi, mais il y a des programmes qui veulent transformer ces produits-là. Absolument. En Guinée. Ouais. Et partant de cela, moi je pense, même si c'est aider la culture d'exportation, il y a un équilibre à trouver entre la culture. Non, vous ne les aidez pas. Ce que vous faites, selon moi, vous ne m'avez pas laissé continuer. C'est-à-dire vous leur donnez des compétences qui leur donnent une certaine liberté, une certaine... comment on appelle ça, une certaine assurance de ce qu'ils font, de ce qu'ils savent faire, de ce qu'ils valent réellement pour la pérennité de l'entreprise pour laquelle ils travaillent. Mais là, aujourd'hui, si c'est tout simplement des ouvriers que l'on prend tout simplement pour des exécutions de tâches traditionnelles, on essaie de qualifier. Nous ne comprenons pas. D'accord. Je suis en train de vous. Non, je suis d'accord avec vous. De plus expliciter vos intentions. Oui, tout à fait. C'est que nous qualifions, nous donnons beaucoup plus d'expertise ça aux me jeunes. Rassure de vous entendre sur ce registre. Non, je suis d'accord. On donne beaucoup plus d'expertise à la jeunesse guinéenne pour qu'ils puissent prendre des postes à responsabilité et d'expertise dans les sociétés, quelles qu'elles soient, et leur permettre de gagner leur vie décemment. Et c'est une des préoccupations, que ce soit du projet, du gouvernement, et même la Banque mondiale qui finance ce projet. Un de ses objectifs, c'est d'avoir la prospérité et la richesse partagée. Donc, cela passe par aussi la qualification des gens. On ne peut pas demander ou exiger un salaire dans une entreprise si on n'est pas qualifié. À partir du moment où on est qualifié, on peut exiger de son employeur un certain salaire à partir du moment où la compétence est rare. On peut aussi occuper des postes à responsabilité de gestion au niveau des entreprises. Donc l'objet du projet, c'est de qualifier les gens. Donc par rapport à... Cette émission est une rediffusion. Autrement dit, il est beaucoup plus facile à quelqu'un qui vend ses compétences d'avoir un salaire à peu près équitable que quelqu'un qui tout simplement on emploie tout faire, quoi. Oui, on est d'accord, mais ça c'est une loi, je pense, qui est, je dirais pas universelle, mais c'est assez partagé au niveau du monde. Oui, mais qui n'est pas une fatalité. Et qui n'est pas une fatalité, il suffit qu'il y ait des politiques qui puissent prendre les taureaux par les cornes et exiger... Et comme vous le disiez très à juste titre d'ailleurs, c'est que par rapport aux miniers, ils ont une certaine obligation, donc...
par rapport à la formation, à la qualification des ressources humaines, il y a tout l'aspect contenu local que les miniers doivent développer en donnant des marchés aux entreprises, aux PME, mais il y a aussi l'aspect qualification de la ressource ou des ressources humaines. Donc à ce niveau-là, si nous, à travers ce projet-là, le gouvernement et la Banque mondiale donnent l'exemple, comment faire un partenariat public-privé pour développer, ça serait une façon de pérenniser en demandant à ces entreprises minières de pérenniser ce type de dispositif. Le fonds qui est là, il est là pour 5 ans, 6 ans. Donc, si les premiers projets sont positifs, donc on demandera au secteur privé de mettre la main dans la poche pour pérenniser, parce que le secteur privé serait gagnant. Le secteur privé ne fait pas trop de philanthropie, donc si ils voient que les ressources qui sont là sont rentables pour eux et que la qualification de ces ressources passe, ils peuvent sous-traiter ça aux universités, ce qui est tout à fait normal. Au lieu de s'occuper de la formation à l'intérieur de l'entreprise, on pourrait donner pleinement aux universités, aux instituts de formation, leur rôle de formation et que l'entreprise s'occupe de ce qu'on appelle son cœur de métier pour faire ce qu'elle sait faire, c'est-à-dire les mines ou l'agroalimentaire ou l'électricité pour Caleta ou autre chose. Donc c'est un peu cela. Donc pour vraiment par rapport au projet, concrètement, nous faisons cela au niveau de la composante 1, donc aider les universités techniquement et en renforçant leurs capacités pour qu'elles puissent monter, et les instituts de formation technique. C'est quelles universités? Parce que nous avons... Il n'y a pas de sélection. Il n'y a pas de sélection. C'est l'ensemble des universités. L'ensemble des universités publiques et privées. Et on va aller plus loin. Il ne faut pas oublier que la Guinée a beaucoup plus de diplômés de supérieurs qu'on ne sait pas quoi en faire. Mais c'est surtout les instituts de formation technique qui sont aussi visés, qu'il faut encourager. On ne fait pas de sélection. La sélection se fait au niveau du montage de projet. On leur apprend comment monter ce type de projet en envoyant des experts locaux et des experts étrangers. Donc, c'est pas en une phase. Donc, il y a une phase d'apprentissage. On va faire un premier tour, un deuxième tour et un troisième tour. Donc, au bout de 3 années, vraiment, les mieux armés pourront bénéficier des premiers projets parce qu'ils ont les ressources humaines et ils ont déjà des projets dans les cartons. Donc, lorsqu'on va lancer l'appel d'offres, l'appel à candidature par rapport à cela, elles vont répondre immédiatement, elles sont mieux outillées. Mais notre objectif, on a un objectif d'équité entre le supérieur et l'enseignement technique, d'équité au niveau du territoire. C'est pas simplement pour Conakry, il faut une répartition homogène au niveau de toute la République, que ce soit à Zérékouré, à Sambailo, ou à Sigiri, ou à Gekedou, ou à Forekaria, ou à Bokeh. Il faut qu'on ait, partout où il y a un institut de formation ou une université, l'institut de géomène se trouve à Bokeh. Donc on les invite, on prend en charge leur déplacement pour qu'ils viennent participer à ce forum-là. Il ne faut pas qu'il y ait un biais qui est lié au territoire ou bien à la puissance financière de l'université. Nous, ce que nous faisons, c'est d'essayer d'assurer dans la mesure du possible l'équité, que tout le monde parte sur le même starting block pour compétir par rapport à ces trucs-là et essayer de donner aussi un coup de main à ceux qui sont plus faibles pour qu'ils puissent bénéficier de cela. Parce que c'est pas les universités que nous voyons. Nous ne voyons pas les universités, nous ne voyons pas les instituts. Nous voyons la cible, le bénéficiaire ultime, c'est le jeune. Donc qu'il soit formé à Gamal ou à Fouraya, nous, l'objectif qu'il soit bien formé. Et pour cela, il faudrait que tous ces instituts-là puissent avoir les mêmes outils, les mêmes chances pour pouvoir moderniser leur système. Il y a un secteur qui doit mériter toute notre attention. Oui. C'est le secteur touristique. D'accord. Pour un pays comme la Guinée, qui veut régler définitivement le problème de l'emploi pour ces jeunes, quels qu'ils soient, le tourisme peut offrir des centaines et des centaines de milliers d'emplois. Mais c'est une industrie, donc qui demande réellement aussi bien des cadres que des employés qualifiés techniciens à tous les divers échelons techniques du tourisme. Le tourisme est encore balbutiant en Guinée jusqu'à aujourd'hui. D'ailleurs, tous les gens se posent la question, comment un pays qui a l'un des sites les plus beaux du monde n'arrive pas à vivre du tourisme tant soit peu? Parce que tout simplement, il n'y a pas de structure.
Il n'y a pas de personnel. Même sur le plan de l'accueil, Baldé, vous en conviendrez avec moi. Vous allez dans les petits restaurants, n'importe où, l'accueil. Vous posez la question à savoir, donc il n'y a aucune école qui forme dans l'accueil. Parce que déjà l'accueil, alors là, tous les matins, c'est extraordinaire. Partout où vous allez, vous constatez que c'est l'accueil. Alors là, il y a beaucoup de choses à faire. Oui, Ça, tout à fait. c'est juste un truc. Non, je suis d'accord. que nous Je suis disons d'accord. comme ça. Je suis d'accord avec vous. Vous, Oui. qui avez cette mission pendant, même si c'est à court terme, À court terme, oui. je vous souhaite de réussir pour que ce soit pérenne de toute façon. Je vous Parce remercie qu'on ne pour laisse pas cela. tomber quelque chose qui donne des résultats. Ah oui. Alors, vous devez donner une priorité aussi parmi vos priorités au secteur du tourisme. D'accord. Offrir une fenêtre aux jeunes compétences, aux jeunes tout simplement, vers ce secteur, M. Baldé. Tout à fait. Je voudrais vous entendre sur ça. D'accord. Vous avez tout à fait raison. Il y a des pays qui ne vivent que du tourisme. La Mais Guinée, c'est la une Guinée, industrie. oui. Les pays Oui. comme le Sénégal, comme le Maroc, comme la Tunisie et ailleurs, aujourd'hui, La le Grèce. tourisme, par exemple, pour certains pays, on Mm. vous dit que c'est la troisième, Oui. comment on appelle ça là, rentrée de devises, De je sais devises pas, ou de même richesse, ou même le premier poste Le de premier, devise. voilà, Donc, c'est ça. je suis sur le constat, nous sommes d'accord. Mais comme je vous ai dit, le constat a été fait et le secteur du tourisme, artisanat, hôtellerie est un secteur prioritaire. Et même pour vous, vraiment, je pense, lors du forum que nous souhaitons organiser pour vraiment amorcer tout ça, le développement des compétences par rapport à cela, il y aura un atelier qui est dédié exclusivement aux professionnels du tourisme et les gens qui forment ou qui ont l'intention de former dans le tourisme. Et vous serez le bienvenu, on vous invite vraiment pour que vous puissiez parler et débattre avec ces gens-là. Vous semblez très bien connaître la problématique, bon, pour aider à sortir les différentes, à faire émerger les problématiques et à avoir les pistes de solutions. Qu'est-ce qu'il faut faire? Nous sommes tout à fait d'accord. Aujourd'hui, nous avons des milliers de chambres d'hôtels qui se construisent à travers Conakry. Et c'est des hôtels qui sont 5 étoiles, qui vont être 5 étoiles sur le bâtiment. Il faudrait justement sur l'aspect service, ressources humaines, qu'on ait aussi du personnel 5 étoiles. Cela permettra, comme vous le dites, l'accueil, que ce soit dans ces hôtels-là ou dans le petit restaurant ou même le petit guide à Conakry qui puisse, ou ailleurs d'ailleurs, il n'y a pas que Conakry. Il n'y a pas de guide touristique. Oui, mais souvent je discute avec les gens. Et je vous dis, ça c'est trop africain quand on vous dit, M. Baldé, non, écoutez, nous sommes là depuis longtemps. Dans ce secteur précis. On est d'accord. Depuis longtemps dans ce secteur précis. Mais vous êtes là, vous êtes dépassé. Je suis d'accord. Il y a pas plus bon que d'avoir la certitude qu'on est toujours en phase. Il faut toujours avoir l'esprit d'évoluer, d'apprendre et d'apprendre. Maintenant, par rapport à cela, je vous dis, toutes ces problématiques-là seront débattues lors des 3 jours et on va sortir des projets qui seront des réponses à cela que le projet va financer. En tout cas, va commencer à financer. On va pas financer tous les projets de vous. Hein. Oui, ben, on vous donne rendez-vous le 5, 6, 7 pour venir débattre ces problématiques-là. Et vous pouvez aussi suivre l'évolution du projet, des activités du projet. On viendra, ou en tout cas, vous verrez comment les choses évoluent après cette formation, cette rencontre qui va mettre les acteurs, les différentes parties ensemble pour examiner les problèmes et sortir des propositions concrètes de projets à financer par notre projet. Et je pense que sur le court au moyen terme, il y aura des solutions et il y aura des gens qui seront formés. On ne dit pas on va résoudre tous les problèmes dans ce domaine, mais nous sommes une partie de la solution, je pense. Je pense que là, concernant le tourisme, vous pouvez prendre langue avec des personnes physiques ici. Oui. Et même des personnes qui ont mis en place et qui n'ont pas pu peut-être réaliser pour l'instant des instituts de formation en tourisme, hôtellerie, accueil, cuisine et tout. Parce qu'aujourd'hui... Vous avez des noms précis sans peut-être... Non, je pourrais peut-être... D'accord, non, c'est que je... Parce que aussi, ça me ferait plaisir de pouvoir vous mettre en contact des personnes compétentes et qui ont les mêmes préoccupations que vous. Pas des commerçants. Non, nous sommes d'accord. Ce que je suis en train de vous dire, c'est que nous travaillons avec la plateforme qui regroupe l'ensemble des professionnels du secteur privé, représentatifs en tout cas, et nous travaillons avec les associations de professionnels du tourisme.
nous travaillons directement aussi avec les entreprises qui sont dans ces associations-là. Voilà. Donc, nous n'avons pas l'intention d'écarter quelqu'un. On travaille avec tout le monde. C'est avec tout le monde qu'on va débattre. C'est ce qui était déjà là. Ils ont certainement l'ambition. Oui, ils ont l'ambition. De mise à niveau. Oui, tout à fait. Et même à d'autres techniques. Et même. Parce qu'il faudrait, M. Baldé, qu'on arrête de nous dire, écoutez, on a pris ce qu'on a sous la main, quoi. Voilà. Nous sommes d'accord. Et même, je pense que dans le domaine du tourisme, il y a les professionnels qui veulent faire des écoles, mais il y a aussi l'enseignement supérieur et l'enseignement technique qui veulent développer des instituts de formation publics. Parce que autant développer... Mais je vous coupe pas, M. Baldé, mais dans ce secteur-là, il se pose un problème de formateur. Mais le projet, je vous rassure là-dessus, les projets qui seront montés sont issus du diagnostic qui sera fait. Si on dit aujourd'hui, dans le secteur du tourisme, il manque des instituts, il manque des infrastructures, il manque des équipements pour des travaux pratiques dans la cuisine, pour faire de la pâtisserie ou des trucs comme ça. S'il manque tout cela, il manque aussi des professeurs bien formés. C'est ce qu'il faut coucher sur le papier et monter un projet. Dire maintenant, pour pallier à cela, il nous faut 10 professeurs repartis dans les domaines techniques qui suivent. Et ça va coûter tant. Laissez-moi finir, monsieur. Nous faisons le cadeau d'ores et déjà de lancer appel à ces partenaires potentiels et qui puissent prendre langue avec vous. Il n'y a pas de problème. Ils sont les bienvenus. Voilà. Et à la fin de l'émission, je vous exerce de leur donner votre boîte mail, votre adresse. Il n'y a pas de problème. Et ils seront les bienvenus pour débattre de tout ça à l'université de Conakry et de faire des propositions concrètes. Si on estime que leur projet est pertinent pas pour notre projet, par rapport à nos objectifs et les résultats que nous attendons, à savoir sortir des jeunes ou en tout cas des ressources humaines employables directement au niveau du secteur, nous n'aurons pas de problème à regarder et à financer leur projet dans la mesure du possible en cohérence avec le projet et les objectifs du projet. Ok. Donc vous de toute façon, vous vous attaquez en tout cas sur le plan du diagnostic, sur le plan des principes. Enfin, je ne veux pas trop dire des principes parce que je sais que vous ne nous faites pas rêver, vous êtes dans le concret. Est-ce qu'il ne faudrait pas que vous nous parliez un peu de télécommunications et de technologies de l'information? Les télécommunications et des technologies de l'information, c'est un secteur prioritaire aussi. Je ne sais pas, on a suivi l'actualité ces dernières années et même ces derniers jours. Nous avons, à travers des projets aussi, le câble sous-marin qui a atterri en Guinée. Donc, par rapport à cela, dernièrement aussi, il y a eu l'inauguration par le président de la République du projet Backbone, qui est géré par un EPA, qui fera 4000 km. Et on connaît l'importance, par exemple, des pays de télécommunications dans des pays comme l'Inde ou même les pays maghrébins qui maintenant récupèrent beaucoup d'emplois d'Européens. Ils sous-traitent beaucoup de choses par rapport aux Européens. Donc, ils offrent des services dans ces domaines-là. Et cela grâce à quoi? L'existence de ces moyens de communication, c'est-à-dire la fibre optique qui permet de faire un transfert de données, de faire des logiciels ici qui sont lourds, qu'on peut en temps réel transférer vers l'Europe. Et cette technologie offre cette possibilité, c'est-à-dire la fibre optique. Donc par rapport à ces 4000 km, il y a beaucoup d'emplois qui va, notamment par rapport à la pose de cette fibre optique et tout ce qui est autour. Et après, l'économie qui va être développée par les nouvelles technologies, des sociétés de services en informatique ou dans les télécoms, qui vont venir pour faire des logiciels ou pour faire de la téléphonie, tout ça passe par cela. Donc aujourd'hui, on va avoir l'infrastructure. Maintenant, il faut avoir aussi les ressources humaines qualifiées par métier depuis la pose de cette fibre-là jusqu'au niveau de celui qui fait le développement du code informatique. Donc tout ce secteur-là, je pense qu'il y a des milliers d'emplois qui sont aussi potentiellement en jeu. Donc il faut avoir les ressources humaines qui permettent de faire cela. De développer ce type, en tout cas d'occuper ce type d'emploi. Donc les télécommunications, que ce soit les opérateurs ou autre chose, il y a beaucoup de potentiel à ce niveau-là. Aujourd'hui, quelles sont les structures en dehors de la Banque mondiale qui fournit le nerf de la guerre?
Aujourd'hui, le projet est financé à 100% par la Banque mondiale, mais une des conditionnalités aussi du partenariat entre le gouvernement guinéen et la Banque mondiale, c'est de commencer à réfléchir à la pérennisation, en tout cas, du projet, de sa composante une fonds compétitif, parce que l'État ne pourra pas financer tout le temps les universités, ou en tout cas, il faut avoir d'autres moyens. Un des moyens qui sera proposé, c'est ce mode de financement, partenariat public-privé. Donc, dès le départ, on va montrer les exemples en finançant quelques projets et ensuite, on va voir les moyens. L'État peut financer directement via le BND, on peut demander le secteur privé qui finance ou on peut demander à d'autres bailleurs qui sont l'AFD ou la Banque africaine de développement. En tout cas, tous les bailleurs. Mais aujourd'hui, concrètement, qu'est-ce que l'État met à votre disposition pour faciliter la tâche sur le plan, matériel? Vous m'avez dit financier, non, mais matériel sur le plan déjà, c'est un projet. Sur le plan également d'une plateforme de coordination également qu'on puisse vous faciliter. C'est un projet du gouvernement guinéen. Oui, c'est un projet du gouvernement guinéen. Voilà. Donc, c'est le gouvernement qui l'a monté. Donc, concrètement, c'est le gouvernement guinéen qui héberge. Il y a une contrepartie qui est offerte par le gouvernement guinéen. C'est le gouvernement guinéen qui assure l'hébergement du projet. Et il va aussi concourir au niveau du BND. Nous sommes en train de voir quelles sont les activités connexes que le gouvernement va prendre en charge. Ça, c'est défini au niveau des accords entre la Banque mondiale et la Guinée. Donc, la contrepartie, il y a déjà l'hébergement du projet. Il y a aussi la participation des cadres, en fait, des ministères dans la mise en œuvre du projet, que ce soit les 3 ministères qui sont concernés ou aussi les cadres des universités et des instituts. Donc tout ça rentre dans la contribution de l'État guinéen par rapport à la mise en œuvre du projet. Et comme je vous ai dit aussi, on va donner l'exemple, l'amorçage. Ensuite, on va rapidement commencer à voir la diversification du financement. Donc là aussi, le gouvernement peut mettre la main dans la poche pour alimenter le fonds. C'est une des possibilités. Oui, bon, le ministère de la Jeunesse. Oui. Vous devez peut-être en faire aussi une priorité dans vos ambitions de booster les compétences, booster au moins une visibilité du ministère de la Jeunesse. Parce que c'est la structure institutionnelle. C'est l'ancrage. À qui revient en premier de s'occuper, de donner de l'assurance, de donner des compétences, de donner des possibilités de vie sociale digne de son nom à l'ensemble de la jeunesse, surtout cette jeunesse-là qui n'est pas scolarisée, cette jeunesse-là qui n'est même pas alphabétisée, et que peut-être qu'il est temps de se débattre, de départir un peu de cette politique de loisirs simplement qu'on offre aux jeunes. Ils ont besoin de mieux que cela. D'accord. Par rapport à cela, je suis un projet dont l'ancrage institutionnel est assuré par le ministère de la Jeunesse et de l'Emploi jeune. C'est une des réponses. Je pense, je parle pas au nom du ministère, mais ce que j'ai vu au ministère, c'est qu'il y a pour chaque problème qui est posé, il y a une réponse appropriée qui est apportée. Là, c'est les jeunes qui sont diplômés, sans emploi, qui sont 61% des chômeurs. Donc, on apporte le projet. Le projet apporte une réponse. Nous avons les filets sociaux. À travers les filets sociaux, il y a une autre réponse qui est apportée par le ministère, qui sont des jeunes qui sont pas qualifiés, qui bénéficient de ce dispositif. Nous avons l'AGETIP qui est au niveau du ministère. Je suis désolé, Monsieur Baldé. Nous sommes à la fin de notre émission. D'accord, mais laissez-moi parler de la composante 3. Bon, juste D'accord, une minute. Voilà. Une minute juste pour vous remercier et vous dire que le projet a une composante 3 qui est le renforcement justement de ces ministères-là. Et on ambitionne aussi dans ce que vous dites là de créer l'agence nationale de l'Observatoire national de la jeunesse qui va agréger toutes les problématiques de la jeunesse, les étudier et proposer des solutions de politique publique ciblées et des projets par la suite. Monsieur Baldé, merci d'avoir été avec nous cet après-midi. Merci beaucoup. Nous ne pouvons pas tout dire de toute façon. Non, nous ne pouvons pas tout dire. Et vous allez juger nécessaire quand vous le désirerez pour revenir autour de ce micro. J'espère que les auditeurs ont compris le projet. Certainement. Voilà, c'est l'essentiel. C'est toujours bon, on ne peut pas tout dire en une heure. Ok. Alors donc, merci d'être venu. Je vous remercie vraiment de m'avoir reçu et d'avoir permis l'explication de ce projet. Amis auditeurs, merci encore une fois. Merci Diariatou à la technique.
Votre ami Maguette Mbodj qui vous a présenté cette émission vous souhaite encore un bon week-end. Merci.